Bonjour à toi cher spectateur, Dragon 3 le monde caché, toujours réalisé par Dean DeBlois. Et ben c'est une conclusion qui donnait vraiment envie parce que c'est rare de voir des films d'animation dire ouvertement qu'ils arrivent à un certain stade où ils ne peuvent plus explorer l'univers et de voir un auteur annoncer officiellement « ce sera la conclusion ». Ça va se terminer ainsi. Je connais très peu de films qui se sont vraiment affirmés comme étant une conclusion. La plupart du temps, les films d'animation, les studios veulent tellement capitaliser dessus qu'ils annoncent simplement qu'il va y avoir un autre volet et ils disent oh, ce sera peut-être la fin. Genre Toy Story par exemple, qui était annoncé comme étant la fin pour Toy Story 3 et au final il y a un Toy Story 4 qui sort. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Et Dragon 3 pour le coup détonnait vraiment dans le cinéma d'animation américain. Le résumé pour faire simple, Harold essaye de sauver les dragons de la domination des chasseurs qui cherchent à les mettre en cage. Mais alors qu'il est à la recherche du royaume caché des dragons, il va devoir faire face au plus redoutable ennemi possible, le chasseur de furie, Grimmel. Je préfère caler ça tout de suite, ensuite on pourra donner tout le positif que je pense du long métrage. C'est le moins bon des trois volets. Pour moi, c'est le film qui a un tout petit cran en dessous et qui cherche à faire tellement de choses et amener tellement d'éléments dans un long métrage que du coup, ça en déborde presque. Et on n'arrive pas forcément à tout digérer, mais il est indéniable que Dean DeBlois, pour moi, a vraiment réalisé un exploit avec Dragon 3, parce que Dragon 3, c'est une bonne conclusion. Une conclusion à la hauteur de la trilogie, mais peut-être un tout petit cran en dessous des deux précédents volets. Parce que pour moi, Dragon 1 était une révélation, Dragon 2 était génial, et Dragon 3 est la conclusion qu'on pouvait attendre avec quelques petits points qui ne réussissent pas forcément à rendre le film parfait. C'est-à-dire que, sans trop rentrer dans le détail pour éviter de vous spoiler et de vous révéler tous les tenants et aboutissants du film, Dean DeBlois a voulu placer des thématiques, des réflexions qui auraient pu déjà être mises en place dans le 2 et qui dans ce cas-là auraient permis au 3 d'être la conclusion épique qu'on pouvait attendre. Or, on avait presque la sensation que le 1 était une question, le 2 était une réponse, et que le 3 du coup amène en même temps de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Et voilà, on aurait peut-être aimé dans ce cas-là que le 2 se pose comme étant un questionnement vraiment complet, et que le 3 amène toutes les réponses, et n'empêche que le film est vraiment impressionnant, je tiens à le redire, Dean DeBlois a vraiment réussi un exploit je trouve. Et ça reste pour moi la démonstration que Dragon est l'une des trilogies les plus intéressantes dans le cinéma d'animation américain qu'on ait eu depuis très longtemps, hors Disney évidemment. J'aime beaucoup la trilogie Dragon. Je pense très honnêtement qu'à l'heure actuelle, chez Universal et DreamWorks, Dean DeBlois a été l'un de ces rares créateurs d'animation à apporter une concurrence assez forte et imposante à Disney pour réussir à imposer son travail auprès de la communauté de l'animation américaine. Sa conclusion est tout simplement à la hauteur de son aventure, soit épique et puissante, mais, et ça me chagrine de devoir le dire ainsi, je pense que c'est le volet le moins intéressant de sa saga qui s'offre à nous ici, tant on sent que le cinéaste a voulu placer quelque chose de différent en termes de thématique et que peut-être il l'a fait au détriment d'une rythmique et d'une dynamique de récit qui sonne comme un peu plus faible qu'auparavant, malgré donc cette fin épique. En termes d'écriture, c'est déjà très intéressant de voir Dean DeBlois placer comme thématique centrale Croque-Mou. Parce que dans les autres films, c'était Harold qui était clairement au centre. C'était Harold et son héritage familial. Le fait de voir ici placé au centre d'un récit Croque-Mou, qui par le biais de ces thématiques qui vont être évoquées par le biais de lui, vont avoir un rapport avec l'évolution d'Harold et sa place de chef de tribu, bah c'est vraiment un choix très surprenant de la part de Dean DeBlois, parce que on aurait pu se dire, bah allez, il va encore placer Harold au centre de son histoire et ça va se limiter à ça. Et ben non. Et ce choix est très intéressant du coup, parce que ça permet d'avoir au scénario une ambivalence bien plus, on va dire, dense, que de simplement être la conclusion d'Harold. Et c'est peut-être en cela, du coup, que je trouve le scénario est un petit peu bancal. C'est qu'en voulant tout de suite amener ça, et n'ayant pas préparé le spectateur, par exemple, dans le 2, à ce genre de thématique, bah ça fait que ça donne des questions et des réponses qui sont trop instantanées et qui, on le sent, Dean DeBlois a du mal à clairement les poser, à clairement les affirmer dans son scénario en disant bah, ces questions vont être fondamentales à la suite de mon récit, ces questions vont avoir une importance, vont avoir une puissance, vont avoir une intelligence qui vont être en rapport uniquement avec ce film. Et voilà, en gros c'est ça mon énorme défaut, c'est que je trouve dans cette écriture, il y a un amour profond de Croque-Mou qui fonctionne assez bien, mais qui n'est pas dans la puissance qu'on aurait pu attendre de ce genre de film, dans le sens où, bah, étant donné que Dean DeBlois a l'air d'avoir pensé comme une trilogie, ça aurait été intéressant de voir ces thématiques déjà placées dans le 2, pour que du coup ça ait une parabole avec le 3.
Mais c'est du chipotage parce que derrière, il y a un parti pris que je trouvais très intéressant en termes d'écriture, qu'on voit pas souvent dans les films d'animation. Il est assez rare de voir des scénarios de films d'animation américains prendre leur temps, de les voir poser un univers et chercher à en explorer les recoins simplement pour le plaisir d'un spectateur qui cherche alors à comprendre ce qui en retourne et ce qui fera ensuite la puissance de ce récit et l'imposante candeur de cette aventure. Le scénario de Tindelbois est vraiment surprenant en ce sens, même si pour moi il a tendance à peut-être donc un peu trop vouloir créer et placer, et peut-être pas assez dénouer le nœud dramatique central de son travail, mais pour autant, l'épique et la densité émotionnelle et dramatique de cette aventure suffisent à nous rappeler que cela reste grandiose et surtout puissant, émotionnellement parlant. En termes de mise en scène, là-dessus, je vais être très clair, c'est vraiment toujours aussi beau. C'est-à-dire que dans le genre, je vois très peu de films d'animation à l'américaine qui osent mettre autant de couleurs, autant d'énergie, autant de puissance et de travail de lumière dans un film d'animation. Bien évidemment, le but des films d'animation, c'est toujours d'être dans le photoréalisme, de faire croire qu'on est quasiment dans de l'image réelle et qu'on n'est plus dans du cinéma d'animation. Dindalbois, là, il s'en fout. Ce qu'il a envie, c'est avant tout de rendre son tout crédible et cohérent dans son univers, dans son propre univers. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il s'amuse à faire, c'est simplement à créer des textures, à créer des ambiances, à créer des travails de couleurs, un espèce de florilège en fait d'éléments graphiques et visuels qui vont faire que le spectateur va pas forcément se dire c'est photoréaliste, comme ça peut être le cas chez Disney avec Le Voyage d'Arlo ou chez Pixar, enfin voilà, à chaque fois c'est souvent ça l'idée de base. Là on n'est pas là-dedans. Là le but c'est avant tout de faire en sorte qu'on soit dans une évolution totale de l'univers et donc à chaque fois il y ait comme un petit update qui soit amené à cela. Et ça fait que le premier était beau, le deuxième était magnifique, le troisième est sublime. C'est vraiment extraordinaire en termes d'environnement, de création de différents décors, d'acheminement de différentes couleurs, de création de dragons. Alors là-dessus, mais il s'éclate à chaque fois, mais c'est vraiment juste génial à voir parce qu'il y a toujours des... Voilà, c'est de l'amusement. C'est un plaisir immense en tant que spectateur de découvrir cet univers et de se plonger à bras-le-corps dedans. Et on sent cet amour-là dans le travail de Dindalbois, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne limite entre guillemets sa capacité créatrice. Il veut constamment amener quelque chose pour que le spectateur soit totalement immergé dans l'univers. Il est indéniable que visuellement parlant, le long métrage est tout simplement sidérant de beauté et d'intensité. Et cela, on le doit à un travail fantastique d'esthétique et de graphisme que Deblois réussit à imposer comme étant totalement unique. C'est-à-dire que là où parfois on voit des ressemblances dans certains studios d'animation, ici ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'autre réalisateur pour concevoir un tel univers, et le fait que le cinéaste ait tenu bon et ait surtout réussi à emmener sa trilogie de tout son long témoigne bien d'un amour profond pour son travail de la part du réalisateur, et rien qu'en cela, malgré les petites erreurs de rythme et de dynamique, le tout reste sublime et surtout particulièrement entraînant et maîtrisé de tout son long. En termes de casting, je trouve le casting français une nouvelle fois vraiment imposant. Le casting américain est très bon, mais en France, on a un très très bon casting français sur ce genre de film. Moi j'aime beaucoup Féodor Atkin qui joue Grimmel, qui a une voix, enfin vous allez la reconnaître forcément, mais ce mec-là a une voix vraiment imposante. Isabelle Gardien, Emmanuel Jacomi, Michel Dodan, tous ces acteurs-là, vous les connaissez, vous avez déjà entendu leur voix. Et moi j'adore ce travail et cet amour du doublage quand dans certains films d'animation, ils choisissent vraiment de mettre des mecs qui ont la gueule de l'emploi, ou la voix de l'emploi là pour le coup, avec les personnages. Et en plus, il y a ce choix très audacieux, je trouve encore une fois en tête d'affiche, de mettre les mêmes acteurs et de s'y tenir. Même si évidemment l'acteur central depuis maintenant quelques petites années et plus précisément quelques mois avec Spider-Man sur PS4, il y a tout le monde qui est tombé amoureux de cet acteur de doublage qui, moi, me berce depuis très très longtemps. Donald Renew a la voix qu'il faut pour le personnage d'Harold, et le démontre bien une nouvelle fois, accompagné à merveille par la jeune et talentueuse Florine Orphelin, toujours aussi juste dans le personnage d'Astrid. Au bout du compte, Dragon 3 est la conclusion qu'on pouvait attendre à la trilogie de Dindalbois. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un immense film d'animation, mais c'est tout de même un tout petit cran en dessous des deux premiers. Je trouve que là, on atteint un stade où il y a trop de choses, et du coup, on est un petit peu dans, peut-être pas le bourrage, mais en tout cas, on est dans trop d'informations. Il y en a trop. Il y en a un petit peu trop, et du coup, pour moi, c'est pas forcément toujours clair. Et à la limite, le film aurait peut-être mérité de durer 2 heures, 2h10. Je sais que pour un film d'animation, ça rentre pas du tout dans la case, mais il y aurait peut-être eu moyen pour Dindalbois de caser plus de choses et d'être dans l'amour complet de son univers. Pour autant, ça en reste un très bon film, c'est vraiment bien, et je vous conseille très fortement d'aller voir Dragon 3, Le Monde Caché de Dindalbois. C'est une très belle conclusion si vous êtes amoureux de la trilogie, et même en tant que film unique, si vous voulez emmener vos gamins voir ça, il y a moyen qu'ils apprécient très fortement. Dans le genre, c'est vraiment très savoureux comme film. A plus.